Une femme enceinte est un être qui mérite une attention particulière, un suivi régulier partant du premier mois de la grossesse jusqu'à son terme. Et le tout passe par l'information, l'éducation et la communication en sigle IEC. Or, il arrive que cette sensibilisation fasse défaut. C'est alors qu'on assiste à des conséquences gravissimes se soldant par la mortalité maternelle, néonatale, voire infantile. Urgence Santé fait le point sur la question avec Dominique Kinwani, sage-femme de carrière en fonction à l'hôpital de référence de Tchétché, communément appelé Congo-Malembe. Bonsoir à vous et bienvenue à l'émission Urgence Santé. Dominique Kinwani, bonsoir et bienvenue sur le plateau de l'émission Urgence Santé. Alors je rappelle très rapidement que vous êtes sage-femme à l'hôpital de référence de Tchétché, communément appelé Congo-Malembe. Alors ce soir, il est question de la femme enceinte et je sais que chaque fois que l'on parle de la femme enceinte, on vous touche directement. Effectivement, en touchant la femme enceinte, on me touche parce que je suis femme, je suis enceinte, ça veut dire que c'est moi également. Et dans votre rôle de sage-femme. Exactement. Alors, ce qui nous réunit ce soir, c'est l'IEC, donc l'information, l'éducation et la communication chez la femme enceinte. Que retenir de ces trois termes? Alors, il y a trois termes qui incluent, mais la femme enceinte en état de gestation ne peut pas bénéficier d'un suivi sans une information très capitale, une éducation et de la bonne communication avec le personnel soignant. Donc il faut qu'il y ait ces trois piliers qui sont des bases, d'ailleurs qui sont des bases pour le bon suivi de la femme enceinte. La bonne gestion de sa grossesse. Exactement. Alors, pour quelles raisons, de façon précise, pour quelles raisons la femme enceinte doit être éduquée? La femme enceinte doit être éduquée, c'est quelque chose qui est obligatoire. Nous allons parler d'une sensibilisation. Alors, d'ailleurs, l'IEC, c'est une forme de sensibilisation. Ah, c'est une forme de sensibilisation. C'est une forme de sensibilisation qui est donc définie comme un moyen ou une méthode de renforcement et d'accompagnement efficace de la grossesse chez la femme et donner des informations, donc transmettre des informations essentielles que la femme doit connaître pour la bonne évolution, la bonne gestion de sa grossesse. Et d'ailleurs, je pense que là, nous allons parler que c'est une forme, une méthode qui facilite l'amélioration, qui facilite et améliore l'état de santé du couple mère et enfant. Si je peux dire. La grossesse, une maladie ou juste un état, parce qu'on a comme l'impression que les femmes en font un peu trop, hein, dès qu'elles tombent enceintes, permettez-moi le terme, on va constater qu'il y a beaucoup de chichi, je touche pas ceci, je mange pas ceci, ça sent mauvais. Alors, est-ce que la grossesse est une maladie ou juste un état? Alors là, je dirais vraiment la grossesse, c'est tout un stress pendant une période donnée. Tout un stress. C'est tout un stress pour une période donnée. Une femme, elle se dit enceinte, pouf, elle se croit malade. Non, je pense que la grossesse n'est pas une maladie. La grossesse, c'est un état de changement, de modification du corps de la femme qui se passe par l'évolution. Nous allons constater l'évolution, le développement du fœtus dans l'utérus. Parce que déjà, nous-mêmes, la santé nous dit que la santé, c'est un état de bien-être physique, social et mental. Donc, je pense que la grossesse également, c'est un état. Ça vient et ça peut disparaître. Je pense que la grossesse n'est pas une maladie parce qu'il y a des femmes, quand elles se disent enceintes, elle a maintenant des préférences, je pense qu'il y a des préférences, elle ne veut plus manger ceci, elle ne veut plus boire ceci, elle n'arrive plus à dormir du côté gauche. Elle ne veut plus se laver, elle ne supporte plus son mari. Surtout du côté hygiène alimentaire et hygiène corporelle. Ce sont des choses que les femmes exagèrent un peu. Nous savons que c'est un peu dur. C'est un peu dur de supporter cela et surtout si elle n'a jamais été enceinte.
Ben, je pense que c'est une manière, c'est donc par ce biais, je pense, par l'IEC, que la femme doit se rendre à l'hôpital. Dès lors qu'on confirme la grossesse, elle fait son échographie de confirmation. Je pense que c'est à travers ça qu'il y aura une éducation IEC approfondie. Alors, de façon concrète, sur quoi doit-elle être éduquée? La femme doit être éduquée d'abord, elle doit avoir des connaissances sur le centre là où elle doit être suivie, parce que le centre, il joue un très grand rôle. Elle doit être éduquée sur le respect de son suivi prénatal. Elle doit être éduquée ce que l'on appelle la consultation prénatale. Entre-temps, on appelait consultation prénatale, mais là, d'ailleurs, c'est maintenant un suivi, on dit un suivi prénatal. Alors, donc, les soins prénatales, j'allais dire. Donc, la femme doit arriver à comprendre qu'elle doit respecter son suivi, ses rendez-vous, l'échographie qu'elle doit faire, le bilan qu'elle doit faire. Elle doit comprendre tout ça. Il y a la supplémentation en fer qu'elle doit respecter, il y a la vaccination, et puis dans l'alimentation, nous allons voir pour ne pas avoir l'excès du poids et éviter les hypertensions artérielles. Je pense que l'alimentation est très importante pour la femme enceinte. Ah, vous le pensez? Parce que la femme enceinte n'est pas libre de manger comme elle veut. Parce que dès qu'on devient enceinte, à ce que je sache, la femme peut prendre 4 pains, elle peut prendre 4 maniocs parce qu'elle est enceinte, le bébé veut cela, le bébé demande cela. La sage-femme? Le bébé ne peut pas parler. Le bébé ne demande pas, c'est la femme qui se prend un peu de gourmande de manger. Mais sinon... Mais puisqu'avant qu'elle ne soit enceinte, elle ne mangeait pas ainsi. Mais dès qu'elle devient enceinte, on sous-entend que c'est le bébé qui donne toutes ces envies-là. En fait, les envies, c'est vrai, mais dès lors qu'il y a 2 vies, nous savons qu'il y a la maman et il y a l'enfant, elle a le droit de manger. Elle a cet appétit de manger, mais elle ne sait pas parce qu'elle a cet appétit de manger qu'elle va manger 4 pains, 4 gros morceaux de pain la matinée, 2 gros morceaux de pain à midi et le soir. Mais non, je pense que tout est recommandé à la femme enceinte, mais seulement il faut respecter son carnet alimentaire. Donc, comment est-ce que je peux dire, nous allons parler en ce moment, du suivi alimentaire que la femme enceinte recommande. Et toutes ces informations sont données lors du suivi prénatal. Exactement. C'est pendant donc au cours de l'IEC. C'est pendant l'IEC, pendant l'évolution de la grossesse, pendant le respect des rendez-vous, surtout aussi, il y a une partie pendant les cours de préparation à l'accouchement. Parmi ces cours de préparation à l'accouchement, nous renforçons l'éducation, l'enseignement, les conseils et la communication. Parce qu'il y a des choses que la femme ne connaît pas pour préparer. Quand on entend cours de préparation à l'accouchement, déjà, elle se dit que je vais faire tout un cours comme ça, alors que non, il y a le chant, nous avons la gymnastique, il y a la danse, et puis il y a la natation aussi qui est là. Je pense. Alors je vois déjà un ballon là, la sage, je ne sais pas, vous pouvez me passer ce ballon? Est-ce que c'est à cela que ça sert, ce ballon? Ce ballon, il est actuellement appelé le ballon de maternité. Le ballon de maternité. Actuellement, il est appelé le ballon de maternité. Ah, il y a aussi un ballon de maternité. Il y a un ballon de maternité. Ça sert à quoi? Il sert à favoriser le passage. Déjà, ça joue un rôle contre le bassin de la maman. Le bassin, il y a des femmes qui ont du mal. Il y a le bassin qu'il faut voir. Nous avons la présentation de l'enfant. Il y a des enfants au 2e trimestre. L'enfant est en présentation céphalique, par exemple. C'est-à-dire que la tête est en bas vers le bassin. Les pieds sont vers les membres thoraciques. Alors, je pense que ça sera un moyen de favoriser l'accouchement par voie basse pour toutes les femmes qui viennent pour accoucher. Ça joue un rôle déjà pour le bassin de la maman, pour le bien-être de l'enfant, pour la position fœtale et pour la bonne santé de la mère. Parce que le sport de nos jours, c'est parmi des bons remèdes naturels
qui sont recommandés pour la femme enceinte à partir de 24 semaines d'aménorrhée. À partir de 24 semaines. Que ce soit des femmes qui ont déjà subi des césariennes, donc avec un utérus cicatriciel, elles ont le droit de faire du sport. De faire le sport. Et rapidement, on va voir comment on l'utilise, Sage Dominique. Alors, donc nous disons que ce ballon, il est présent, il est un bon remède qui favorise la femme enceinte à ses cours de préparation à l'accouchement, que ce soit à domicile, que ce soit à l'hôpital. Je pense que ça sera un bon remède. Il y a plusieurs, vous voyez, que ce soit sur le tapis. Ce serait très important d'avoir un tapis, un ballon, ou soit si vous n'avez pas de tapis, vous pouvez rester sur le ballon à la maison. Et il y a des positions que la femme peut faire, par exemple, en faisant jouer le rein. Je pense que ça joue contre le bassin, vous voyez. Et la femme, en arrivant aux environs de 9 semaines, 9 mois, tel qu'on dit, elle à terme, je pense que ça va lui favoriser pour la descente de l'enfant convenablement, et la présentation de l'enfant sera normale. Et le corps, elle va se sentir normale. Elle va se sentir normale, souple, facile à respirer, et ça joue beaucoup aussi contre c'est bon pour le cœur. Et pour une meilleure compréhension, c'est à partir de quel mois que la femme enceinte peut débuter avec ce genre d'exercice? Pour les exercices, c'est à partir de 24 semaines d'aménorrhée. À partir de 24 semaines d'aménorrhée, donc à partir de 4 mois. À partir de 4 mois. À partir de 4 mois, 5 mois, la femme peut déjà débuter avec, ses cours de préparation. Et à quelle fréquence? Est-ce que c'est au quotidien? Est-ce que c'est une fois le mois? C'est 2 fois? Ça dépendra du centre où elle suit ses cours de préparation. Mais je pense que c'est 1 fois par semaine ou 2 fois par semaine, soit 3 fois dans le mois. Mais si elle a l'habitude de le faire, elle peut aussi le faire à la maison, demander, il suffit qu'elle voie comment est-ce qu'il faut tenir le ballon, comment est-ce qu'il faut l'utiliser. Elle peut s'allonger sur le ballon sans problème. Je pense que ça joue. Aussi. Elle peut s'allonger, il y a des positions qu'il faut prendre. Je crois la position allongée, la femme va s'accroupir. Malgré qu'elle est enceinte, je pense que ça le ventre est bombé. Le ventre est bombé, ça favorise. Elle a des positions jusqu'à l'accouchement, même jusqu'au jour où elle accouche. Pendant son accouchement, elle peut l'utiliser ce ballon. C'est-à-dire qu'au moment où elle a des contractions, elle peut toutefois user de ce ballon. Toutefois l'utiliser, le ballon. Il joue un rôle très important. Je pense qu'il est très efficace pour le fonctionnement et la bonne préparation à l'accouchement pour toutes les femmes. Je pense que toutes les femmes doivent s'en servir pour un bon accouchement sain et agréable. Dès lors que la femme maîtrise, connaît, elle a la notion déjà sur de quoi elle doit avoir comme connaissance, comme information, comme éducation. Nous avons le suivi, il y a le respect, tel que nous venons de dire, le respect du suivi prénatal qui est donc noté dans la fiche, là où nous avons écrit. Vous allez voir, vous allez constater ici ces grossesses actuelles. Nous avons l'interrogatoire, nous avons l'examen du premier jour. Donc cette communication passe par l'interrogatoire. Par l'interrogatoire, par le biais, en fait, par le canal de ce carnet qui donne toutes ces informations de la femme. Il y a l'identité, l'adresse, il y a la nationalité, les antécédents, les facteurs de risque que plusieurs personnes ont souvent tendance à négliger. Nous avons des facteurs de risque obstétricaux. Donc, pour celles qui ont déjà subi, on va se poser la question sur celles qui ont déjà subi des césariennes, des grossesses à risque, telles qu'avec cerclage, qui ont connu des fausses couches, des morts-nés. Là, en ce moment, nous allons parler des facteurs de risque obstétricaux. Mais il y a des facteurs de risque familiaux, tels que nous allons noter le diabète. Le diabète, nous avons la drépanocytose, nous avons les maladies cardiaques, nous avons
les maladies rénales qui sont notées là-dessus. Donc je pense que c'est un moyen de référence plus accru que la femme ne doit pas ignorer. Donc c'est un document à conserver avec, avec beaucoup de prudence. Si on peut le dire, c'est un passeport. C'est un passeport pour la femme enceinte. Pour la femme enceinte. C'est comme par exemple... Ah oui, parce qu'il arrive que les femmes soient refoulées au niveau des blocs d'accouchement par manque de fiches de pesée. La femme enceinte, vous allez, le jour que vous partez à l'aéroport, vous voyagez pour aller accoucher en Europe, vous n'allez pas vous présenter sans votre... sans votre carnet. Vous avez votre carnet, vous avez votre visa avec vous. Je pense que c'est parmi les meilleures conditions. Alors, il y a tellement d'informations, on va essayer d'aller à l'essentiel pour gagner en temps. Il arrive que la communication entre sage-femme et femme enceinte soit rompue ou tendue à cause des raisons multiples que je ne saurais citer sur ce plateau. Ma question est donc de savoir comment mieux communiquer, ou devrais-je dire, quelle information vitale que doit disposer la sage-femme ou le personnel médical à l'endroit de la femme enceinte pour le bon déroulement de sa grossesse. La première des choses, la sage-femme doit d'abord commencer par encourager et féliciter la femme. Ah, il faut commencer par encourager et féliciter la femme de sa grossesse. Parce que ce n'est pas à toutes les femmes que ça arrive. Normalement, je pense que dès lors que la Vous m'étonnez quand même, sage Dominique, parce que la réalité nous montre autre chose. Quand c'est une première part, elle est victime de stigmatisation. À ton âge, là, tu tombes enceinte. Quand c'est une femme qui tombe tardivement enceinte, mais c'est des moqueries. Mais toi, tu es maman, à cet âge-là, tu ne devais plus mettre au monde. Alors que vous vous dites qu'il faut commencer par féliciter, encourager. Exactement. Pour moi, je pense que je le dis et je le confirme pour moi-même, que la sage-femme doit commencer par féliciter et encourager la femme. Parce que c'est une grâce. C'est une grâce et je pense que c'est une bénédiction venant de l'Éternel de recevoir, parce qu'il y en a plusieurs qui en cherchent. Qui n'ont jamais été en état de gestation. Mais aujourd'hui, vous recevez une femme qui vient envers vous, mais donnez-la le goût et mettez-la en confiance. Peu importe son statut. Peu importe son statut, on n'a pas besoin de connaître le statut. C'est la femme, tu es femme, prends-la, c'est comme si c'était toi-même, c'est comme si c'était ta soeur, c'est comme si c'était ton enfant. Je pense que la première des choses, il faut commencer à encourager et insister, marteler beaucoup plus sur le bon suivi, le respect des dates de suivi. Il y a un côté qu'on n'a pas vraiment cité, le côté finance. Éviter les charges pour plus de sécurité du côté finance, et doit apprendre à économiser, à faire un petit commerce, parce qu'arrivé à l'accouchement, nous avons besoin de l'argent, du carnet et du sac d'accouchement. Je pense que ce sont des choses très capitales que la femme doit connaître. Elle doit vraiment maîtriser cela. Et je pense que la sage-femme ne doit pas manquer, surtout à insister sur les échographies. Les échographies. L'importance en fait de faire la consultation, le suivi prénatal, l'importance de faire l'échographie, ça évite de passer à côté en fait ça t'évite à certaines anomalies telles que les malformations, telles que un mauvais suivi à la naissance, tel que par exemple l'arrivée, il n'y a pas un bon suivi. Parce qu'il y a des malformations qui peuvent être décelées rien que par l'échographie. C'est à l'échographie qu'on décèle la malformation. Au toucher, on ne peut pas... au toucher vaginal, on ne peut pas déceler une malformation. Au toucher vaginal, on ne peut pas confirmer une grossesse. C'est grâce à l'échographie que nous passons, qui nous montre les détails dans tous les sens. Donc je pense que ce sont des termes où on doit revenir à chaque fois sur ça pour plus d'informations et pour que la femme enceinte de nos jours soit à mesure de comprendre cela. Je pense que... Il y a aussi un volet, la sage-femme, l'hypertension. On va parler de la tension artérielle. Comment doit se gérer cette question au niveau de la femme enceinte? Parce que vous avez des femmes qui finissent par développer des éclampsies au moment même de l'accouchement. Comment se gère cette question de la tension artérielle? Je pense que la tension artérielle, il faut d'abord voir, ce sont des antécédents.
dans ses antécédents, il peut avoir des antécédents obstétricaux et antécédents familiaux. Il faut voir dans sa famille, est-ce qu'il y a des gens, sa mère, son père, son oncle, son arrière, qui a souffert de l'hypertension. Ou soit c'est pour la première fois qu'elle subisse. Maintenant, si elle te ressort que c'est pour la première fois que vous constatez cela, il faut chercher la cause. Ça peut être dû à un stress de l'environnement, ça peut être dû à un stress dans le couple, ça peut être par un manque de sommeil, manque de repos, par rapport à l'alimentation. Je pense que l'hypertension, c'est ça qui va conduire à la femme à aller jusqu'à une pré-éclampsie et même une éclampsie jusqu'à passer par une césarienne, et donc, pour éviter cela, la femme enceinte doit tout le temps vérifier sa tension pour s'assurer que tout est à la normale, tout va bien. C'est par ce suivi, comme nous venons de dire, par le respect des rendez-vous, que la femme sera à mesure d'être suivie par d'abord, il y a la date qu'il faut noter, il y a le mois, si elle a combien de mois de grossesse ou à combien de semaines d'aménorrhée, il y a la hauteur utérine, il y a les bruits du cœur fœtal qu'il faut regarder, il y a la présentation céphalique, il y a la tension artérielle et il y a le poids. Donc, à chaque rendez-vous, la tension artérielle est mesurée pour suivre par cœur. Il y a les urines aussi qu'il faut regarder, il y a l'albumine, il y a le sucre, parce qu'elle ne peut pas seulement déclencher une hypertension artérielle, il y a aussi le diabète gestationnel qui peut survenir. Donc, les urines aussi sont très importantes. Chaque fois que la femme vient en suivi prénatal, elle vient avec ses urines. Il faut regarder. Là aussi, à travers les urines, nous allons déceler si l'albuminurie, la cétonurie, les protéinuries sont élevées, si elles sont positives ou négatives. Là aussi, nous allons penser à un processus sur l'hypertension artérielle. C'est vraiment un sujet qui est très grand parce qu'actuellement, très vaste. On le rencontre presque tous les jours, 5 à plusieurs femmes. Alors, on va donc aller à la fin de notre entretien, plus que quelques questions avant de nous séparer. Quels sont de manière générale les avantages pour une femme enceinte qui a été bien éduquée, bien informée et qui a bénéficié d'une bonne communication? Alors, nous allons commencer par les avantages pour celle qui a bénéficié d'un bon suivi, d'une bonne éducation et d'une bonne communication, voire une information. Alors, pour celle-ci, je pense que ça sera plus facile pour elle. Et vous allez constater que son accouchement sera sain. Dès lors qu'elle a bien respecté son suivi, elle a bien communiqué avec la sage-femme en réservant, en gérant correctement ses finances, en faisant ses échographies normales. En mettant en pratique les conseils donnés par la sage-femme. En suivant réellement aussi ses cours de préparation à l'accouchement, je pense que la femme aura un accouchement sain. Mais par contre, pour celle qui n'a pas suivi un suivi, qui n'a pas bénéficié d'une bonne éducation, qui n'a pas bénéficié de cela, je pense que c'est pas encouragé. C'est pas encouragé. Il faut chercher à savoir pourquoi elle n'est pas venue d'abord, pourquoi elle n'est pas venue en suivi prénatal. Pourquoi elle n'a pas bénéficié de cela? Si c'est un manque de finances, si c'est un manque de moyens, si c'est un manque d'informations, si c'est un manque d'informations ou un manque de l'environnement aussi. Parfois, il y a des femmes qui, par rapport à son environnement, elle est sous-informée. Donc, je pense qu'elle ne va pas bénéficier d'une bonne prise en charge. Oui, il y a aussi cette question de croyance. Hein. Vous avez des femmes qui vous diront, nous, dans notre famille, en tout cas, les gens accouchent normalement, pas de problème, ils n'ont pas besoin de suivi prénatal et tout se passe bien. C'est vrai, c'est bien. C'est bien, on entend souvent parler, c'est bien, mais ce n'est pas encouragé parce qu'il y a un risque. Arrivé, vous avez suivi votre grossesse, vous n'êtes pas parti à l'hôpital, vous arrivez à l'hôpital, bien que vous n'avez pas seulement le carnet de suivi. Mais arrivé, votre enfant se présente en présentation transverse. Et dès lors qu'on vous informe, vous n'avez jamais fait une échographie, vous n'avez jamais eu une supplémentation en fer, vous n'avez jamais été vacciné. Et vous pensez que cet accouchement sera sain ou l'accouchement comme celle qui a bien suivi? Et il y a des répercussions sur le nouveau-né? Exactement, il y a des répercussions, mais d'ailleurs, par contre, il y a d'autres
Il y a d'autres, c'est bien après, 5 ans, 6 ans après. Mais il y a d'autres à l'arrivée, aussitôt pendant l'accouchement, on voit déjà, parfois c'est un mort-né, parfois c'est un enfant mal formé. Il y a plusieurs malformations, telles que la dernière fois, il y a une semaine de cela, j'ai suivi dans une émission une dame qui n'a jamais suivi, elle n'a jamais été en consultation, que ce soit chez la sage-femme, chez le gynécologue, mais elle arrive pour accoucher. À l'accouchement, on constate que la hauteur utérine de la maman était en excès. Donc supérieure à 36-37 cm de hauteur utérine. Très rapidement, la hauteur utérine, c'est quoi exactement? Le centimètre, c'est le centimètre qui est mesuré du bord supérieur de la symphyse pubienne jusqu'au fond utérin. Donc le fond utérin, c'est parti, ça s'arrête, je pense, là. Donc la sage-femme va poser, va d'abord installer la femme en position légèrement les pieds fléchis et elle va mesurer du bord supérieur de la symphyse pubienne jusqu'au fond utérin. Et c'est ça, c'est à travers la hauteur utérine aussi qu'on voit l'évolution, si l'évolution réellement par rapport aux semaines d'aménorrhée, ça correspond. Pour cette dame, cette dernière qui n'avait jamais été suivie par un personnel de santé, la suite c'était donc un accouchement par césarienne qui a montré en sortie les bébés siamois, donc des 2 bébés collés, mais mal formés. Il y a un qui avait une tête, je ne sais pas comment, mais je n'ai pas Non seulement qu'ils étaient siamois, mais qu'ils étaient aussi mal formés. Et douloureux à 9 mois, tu as été 9 mois et après c'est un résultat comme ça justement parce que quoi? Tu n'as pas été informé, tu n'as pas été bien suivi. Je pense que pour ces femmes qui n'ont pas vraiment la volonté ou qui ne veulent pas venir en consultation ou pour le suivi prénatal, pour recevoir et bénéficier ces informations, nous vous encourageons de venir à l'hôpital. Venez, quel que soit le moyen que vous avez, arrivez à l'hôpital. La sage-femme, c'est ça son métier. Le médecin, c'est ça son métier, de vous recevoir pour vous donner une certaine confiance pour la bonne évolution de votre grossesse. Alors que dire des sages-femmes du quartier? Parce que dès qu'une femme tombe enceinte, en tout cas, tout le monde devient sage-femme, tout le monde se sert de son expérience pour conseiller, pour orienter. Un mot à propos. Je pense que le quartier n'est pas un hôpital. Les vraies informations, c'est à l'hôpital. C'est à l'hôpital. En cas de... Voilà pourquoi nous insistons, même quand il y a les signes de danger, mazakubasika, l'eau qui coule, l'hypertension, les maux de tête, il faut se rendre à l'hôpital. Donc la sage-femme dans le quartier, la fatigue, les yeux flous, les vertiges, elle doit se rendre à l'hôpital. Et dans le quartier, la sage-femme n'est pas un hôpital. Elle peut te donner des renseignements. Il faut avoir des vrais renseignements réellement si c'est ce que la femme est en train de dire, c'est réellement ça. Si et seulement si cette dernière a bénéficié d'une formation médicale pour te donner des informations. Mais dans les temps anciens, nos mamans nous conseillaient, mais je pense que ce n'est pas à négliger. Il y a beaucoup plus de croyances que Je pense que la femme, ce qu'elle doit faire, elle doit se rendre à l'hôpital. Ce qu'elle doit écouter, c'est pour le personnel soignant qui se trouve à l'hôpital. Parce que c'est à l'hôpital qu'elle doit faire son suivi. Et qu'elle aura les bonnes informations, voilà, la bonne éducation. En tout cas, la sage Dominique, merci. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau de l'émission Urgence Santé pour parler d'un sujet aussi crucial, l'éducation de la femme enceinte. Merci, je vous remercie. C'est par ces mots que nous mettons un terme à cet entretien qui a porté sur l'IEC, donc l'information, l'éducation et la communication chez la femme enceinte. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous et merci également au restaurant Fogo situé au 2e niveau de la maison Sans Frontières au centre-ville qui nous a disposé, qui nous a offert ce beau cadre pour la réalisation de notre émission. Urgence Santé vous fait gagner en santé. Bonne suite de programme sur Lux Télévision. Vous êtes à la recherche d'une expérience culinaire exceptionnelle au centre-ville? Montez au 2e niveau de l'immeuble Maison Sans Frontières et laissez-vous emporter par notre restaurant unique en son genre, le Fogo.
Profitez d'un repas en plein air sur notre terrasse élégante, parfaite pour un déjeuner ensoleillé ou un dîner sous les étoiles. Notre chef talentueux vous propose un menu riche et varié qui saura combler toutes vos envies. Notre équipe dévouée vous accueille avec le sourire et veille à ce que votre expérience soit mémorable. Réservez votre table dès maintenant et vivez une aventure gastronomique inoubliable. Téléphone 05 376 65 17 06 646 29 12.